Eh bien, on va y aller. Merci d'être présent sur cet événement, la solution bas carbone et BIM World qui se déroule donc porte de Versailles et jusqu'à demain. Je vous encourage à encourager vos proches et autres à venir faire un tour à la porte de Versailles. Je suis très très heureux d'accueillir un bon nombre d'élus sur ce plateau, cette table ronde. L'objectif de neutralité carbone de notre pays à l'horizon 2050 concerne bien évidemment les territoires, et face aux défis environnementaux, le numérique apparaît aussi comme l'une des solutions d'innovation pour décarboner les activités humaines. Et c'est pour ça que les élus qui ont répondu à notre invitation, l'invitation de la mission Écoterre France et Territoires Numériques et la Banque des Territoires, vont évoquer avec nous la décarbonation de nos territoires. Où en sommes-nous et quel rôle pour le numérique? Ce plateau a été savamment préparé par Quentin Melemiestre, directeur du développement de la mission Écoterre. J'ai donc le plaisir d'accueillir Jeanne Carrez-Deboc, qui est responsable du programme Innovation territoriale et Smart City de la Banque des Territoires. Jeanne, merci d'avoir répondu à notre invitation. Jeanne, vous allez évoquer avec nous le numérique et la transition écologique et énergétique, et qu'est-ce que la Banque des Territoires fait pour accompagner les collectivités. Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté. Denis, merci d'avoir fait ce voyage aussi. Vous êtes là depuis ce matin, je crois. C'est ça? Vous avez le micro, Denis. Exactement, je suis déjà intervenu ce matin. Ma voix est chaude. Voilà, votre voix est en pleine forme, comme d'habitude, Denis. Retour d'expérience de la ville de Nevers avec notamment le numérique, et puis quel est le rôle des collectivités dans la décarbonation du numérique. Sylvain Réfaud, conseiller de Paris 10, coprésident du groupe écologiste social et citoyen Métropole Grand Paris. Sylvain aussi, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, Sylvain, mais vous avez tellement d'activités que, il fait que vous nous retrouvez cette année. Enfin, vous allez évoquer avec nous la contribution du secteur numérique au changement climatique et puis aussi les bonnes pratiques. Fatima El Ouazdi, adjointe au maire de Rueil-Malmaison et conseillère territoriale Paris-Ouest La Défense. Fatima, on était là l'année passée, je crois, à la première heure, avec votre micro. Oui, l'année dernière, on était là, je crois. On était par là-bas. On était par là-bas. Voilà. Vous allez nous parler du cadastre solaire et puis aussi le numérique responsable et la charte du numérique responsable. Enfin, Mona Trecchia, qui est conseillère territoriale développement numérique, pleine commune Grand Paris. Donc, si je ne m'abuse, Mona et Fatima, vous étiez là l'année passée. C'est ça? Si ma mémoire est bonne. Exactement, on ne change pas l'équipe. Alors, on va attaquer sur la décarbonation de nos territoires. Où en est-on? Quel rôle pour le numérique? Je vais commencer par Mona, vous ne m'en voudrez pas? Non, avec plaisir. En tout cas, honneur aux dames, ça c'est évident. Dans un territoire innovant comme le vôtre, Mona, quel sens et quel enjeu représente pour vous la décarbonation? Alors c'est un enjeu majeur. Alors pleine commune Grand Paris, 9 villes de Seine-Saint-Denis, 430 000 habitants, 136 nationalités, connues effectivement parce qu'on va être terre des JOP 2024. Et la première communauté d'agglomération de France, une des plus anciennes et une des plus grandes, et qui a souhaité, je dirais, ça a été une volonté politique historique, en tout cas de mettre les enjeux environnementaux au cœur de la stratégie de développement territorial. Alors la décarbonation, effectivement, un enjeu majeur. Je crois qu'on est tous concernés, tous mobilisés, aussi bien nous, collectivités, que chacune et chacun de nous dans nos quotidiens. Le numérique irrigue, en tout cas l'innovation irrigue l'ensemble de nos politiques publiques. Donc effectivement, on est un territoire qui fait aussi partie de ce grand plan d'ANRU, de rénovation urbaine au niveau national. Chacune des 9 villes est impliquée, et donc l'idée, c'est d'agir sur 3 grands axes. Le premier, c'est d'être un territoire modèle en termes d'émissions. Donc réduire nos émissions, faire du numérique un atout et un vecteur d'accélération de la transition écologique et de cette fameuse décarbonation. Si on reprend effectivement la politique gouvernementale, elle a été majeure et elle est assez exemplaire même au niveau européen,
puisque dans le cadre du programme France Relance, il y a quelques dizaines de milliards d'euros qui sont là pour aider les collectivités, pour justement décarboner, en tout cas réussir ces enjeux collectifs et individuels pour réussir ces enjeux. Alors concrètement, on réfléchit en amont, on travaille avec les urbanistes, les architectes, pour faire en sorte que la ville de demain, j'aime bien dire la ville de confiance de demain et pas celle, la Smart City, elle soit sobre, aussi bien en termes d'énergie, qu'elle puisse correspondre aux besoins en fait, des habitants, parce qu'on est très acteur-centrique, hein, on vise vraiment à emmener avec nous les acteurs économiques, les habitants dans cette démarche-là. Et puis on commence déjà par mesurer, parce qu'effectivement le numérique est un outil essentiel et majeur, puisqu'il nous permet de mesurer et de pouvoir connaître un petit peu où l'on est, où l'on veut aller sur un plan, je dirais, quinquennal. Ce qui est important aussi, c'est d'être exemplaire dans les usages, et aussi bien l'État que les collectivités doivent être exemplaires dans leur décarbonation et dans leurs objectifs, et puis surtout accompagner ces grands projets de rénovation urbaine pour justement pouvoir être exemplaires, mais aussi relever ce défi commun. Je dis souvent le défi commun parce que on est vraiment tous mobilisés, tous concernés, acteurs économiques, habitants, et puis une forte impulsion politique. Je le dis encore, le président Mathieu Hanotin a mis au cœur de nos enjeux le développement durable, les défis climatiques et puis cette décarbonation. Alors, développement durable, défis climatiques, environnement, numérique. Vous l'évoquiez, Mona. Là, je me tourne vers Sylvain Réfaud. Donc, je le rappelle, vous êtes conseiller de Paris 10, coprésident du groupe écologiste social et citoyen Métropole Grand Paris. Pour vous, Sylvain, quel constat faites-vous sur la contribution du secteur numérique au changement climatique ? Merci beaucoup Alain, merci de l'invitation. C'est un plaisir de venir discuter avec toi très régulièrement. Voilà, et content de rejoindre l'équipe aussi. Bon, on a eu une nouvelle alerte du GIEC hier, donc le groupe d'études sur le climat, qui montre qu'on est sur une trajectoire qui n'est pas soutenable et qui nous amène vers des étés à 50 degrés, des inondations très importantes, une crise climatique qui va entraîner aussi une crise des réfugiés. Il va y avoir énormément à craindre de ce côté-là. Cette alerte, elle vient après une alerte qui était nouvelle, qui était intervenue l'été dernier. Donc sur le climat, on voit que très malheureusement, les mauvaises nouvelles se succèdent et qu'il y a besoin de réagir fortement. Le numérique, évidemment, ça a été dit, il contient une promesse aussi sur l'optimisation des ressources, sur la façon d'économiser, d'utiliser plus intelligemment les ressources dont on dispose, particulièrement dans le domaine de l'énergie. Mais le numérique est aussi un contributeur très important du changement climatique. Aujourd'hui, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Si le numérique était un État, il serait le 5e plus important en consommation d'énergie. C'est la 5e consommation d'énergie mondiale rapportée à l'échelle des États, derrière la Russie et l'Inde. Et en plus, cette contribution du numérique à l'augmentation du changement climatique, elle augmente de 6% par an. C'est-à-dire on part de haut et en plus, on a une croissance qui est très largement supérieure à l'ensemble des autres secteurs. Pour vous dire, le numérique aujourd'hui représente un peu plus que le secteur aérien en termes de consommation énergétique. Bien. Donc il faut réagir. Et il y a un dernier élément de constat que je voulais partager, c'est que les terminaux représentent l'essentiel de cette consommation, qui est une consommation d'énergie, qui est une consommation d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une consommation de ressources minières. C'est un enjeu qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le silicium, tous les ingrédients qu'on trouve dans un téléphone portable, une tablette, une box, ce sont beaucoup d'ingrédients qu'il faut aller chercher dans le sol. Et donc c'est la raison pour laquelle on doit avoir un plan sur les terminaux, et lutter contre l'obsolescence programmée pour éviter d'avoir à remplacer son terminal, tous ces équipements trop souvent.
Et puis travailler sur des filières de réemploi, de recyclage, pour faire en sorte que les métaux rares qui ont été utilisés à un moment pour la vie d'un équipement, eh bien, ils puissent être utilisés pour la vie d'un nouvel équipement par la suite. Voilà, il y a un certain nombre de choses à faire et qui nécessitent une action des pouvoirs publics, à la fois du point de vue de l'État. On peut imaginer de moduler aussi la taxe sur la valeur ajoutée pour faire en sorte que le recyclage soit mieux valorisé, et aussi dans l'action locale. Et je sais que les collègues qui sont avec moi à cette table ont plein d'idées. Alors, changement climatique, transition écologique, je me tourne vers Fatima. Fatima, je le rappelle, vous êtes adjointe au maire de Rueil-Malmaison et conseillère territoriale Paris-Ouest à Défense. Alors on parle, vous l'avez évoqué l'année passée, je crois, de ce fameux cadastre solaire. Alors, je ne m'en lasse pas, parce que c'est vraiment une démarche extraordinaire, je trouve, et qui est à encourager, qui est très encourageante en tout cas. Je pense et je crois que c'est la donnée que les collectivités produisent qui va permettre aussi de développer en fait de nouveaux services qui permettront de contribuer en fait à la décarbonation des territoires, des collectivités. Je m'explique. Il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être construits en fait dans les collectivités autour par exemple de la data géographique ou d'autres types de données qui en fait permettent de construire des services à destination de la population, parfois à destination des entreprises, pour décarboner nos territoires de façon durable ou en tout cas trouver de nouvelles sources de production d'électricité. Et nous, à la ville de Rueil-Malmaison, qui est aux portes de Paris, 80 000 habitants, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise les données d'ensoleillement, qui sont des données qui sont en open data, donc des données d'ensoleillement des toitures, pour indiquer très simplement dans un outil où un Rueillois va taper, ou une entreprise ou un particulier va taper son adresse dans un moteur de recherche, et ce moteur de recherche va lui indiquer et calculer à la fois l'ensoleillement perçu à l'année et lui dire est-ce que c'est rentable ou non, par exemple, d'installer un panneau photovoltaïque tout en bénéficiant aussi d'aide du territoire, Paris-Ouest La Défense par exemple, avec la LEC, pour avoir des subventions pour faire installer ces panneaux. Et moi, je crois que ce sont des solutions très simples, finalement, de mise en place pour démocratiser l'accès à des solutions de production de l'électricité renouvelable qui vont pouvoir permettre cette fameuse décarbonation des territoires. Et j'en veux pour preuve que des grandes entreprises qui étaient là l'année dernière, par ailleurs comme Google, dupliquent aussi ce genre d'initiative justement pour faire indiquer aux particuliers, aux entreprises que c'est possible de faire installer des panneaux photovoltaïques sur les toits. Et la ville de Rueil est exemplaire à ce sujet puisque nous-mêmes avons utilisé ce cadastre solaire pour faire installer des panneaux sur des bâtiments municipaux, par exemple sur le toit de la mairie ou sur le toit de la médiathèque. Ça, c'est un premier exemple. Ensuite, la décarbonation de nos territoires, elle passe surtout par la façon dont on va faire passer certains, par exemple, permis de construire, ou encore la façon dont on va concevoir toute la partie d'achat responsable. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les collectivités sont des acteurs, par exemple, de la relance économique et de la consommation en France. Donc, les collectivités ont des budgets qui permettent d'investir dans des entreprises, d'acheter, que ce soit des ordinateurs, puisqu'on parle du numérique, puisque c'est ma délégation, des téléphones, d'acheter plusieurs types de services. Et c'est en promouvant des démarches d'achat responsable qu'on peut contribuer à la transformation aussi écologique et numérique de nos collectivités. Donc la décarbonation, elle passe par la mise en place de politiques d'achat responsable, de se poser aussi la question de l'éco-conception dans les achats, comment sont produits nos biens consommables, comment est-ce qu'on les inscrit dans les appels d'offres. Et tout ça, c'est une démarche qui est en train d'être mise en place dans beaucoup de collectivités. Nous, on est en train de le faire. Et par ailleurs, on a toute cette réflexion, puisqu'on a aussi fait un diagnostic du numérique responsable à la ville de Rueil-Malmaison. C'est une démarche gratuite que des entreprises ou des collectivités, des associations peuvent faire. C'est un diagnostic qui est fait par des chercheurs qui nous indiquent en fait, est-ce que notre gouvernance elle est responsable, par exemple sur le numérique? Est-ce que nos achats sont responsables? Comment est-ce qu'on consomme? Est-ce qu'on consomme du reconditionné ou est-ce qu'on achète beaucoup trop de produits? Est-ce qu'on rationalise un peu notre parc informatique? Et tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent aussi de réduire notre empreinte écologique. Et je veux juste terminer rapidement, Alain, sur quelque chose qui me tient à cœur parce que j'entends les chiffres que vous avez partagés sur
Sur la contribution du numérique au réchauffement climatique, vous avez cité le chiffre de 4% des émissions. J'ai envie de dire, OK, mais pour moi, le numérique, c'est une solution, c'est-à-dire que c'est la solution avec l'automatisation de certains processus. On sait que, par exemple, le cloud, ça va être un sujet très fort, par exemple, de consommation énergétique. Mais derrière, ça permet aussi de réduire d'autres types d'achats, peut-être aussi de réduire nos achats sur le numérique et d'être plus responsable. Et tout ça, je pense qu'il faut le prendre dans un ensemble, parce qu'on est au salon du BIM, et je rappelle que l'une des plus... je dirais l'un des plus gros contributeurs au réchauffement climatique, c'est le secteur de la construction avec la production de ciment, du béton, etc. Donc voilà, le numérique pour moi c'est vraiment une solution. Il faut qu'on arrive à trouver des leviers grâce à la data, grâce aux achats responsables pour transformer durablement nos territoires et donc réduire notre empreinte écologique. Alors avant de céder la parole à Denis Thuriot pour un retour d'expérience entre autres, Sylvain, vous répondez quoi à Fatima, les territoires intelligents et connectés, est-ce une solution? Est-ce la solution? Sans doute pas la seule, en tout cas. Certainement, je veux juste réagir. Dans les deux chiffres que j'ai donnés, j'en ai donné plus que ça, mais les deux chiffres, c'est des 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, plus que le secteur aérien. Et plus inquiétant, c'est l'augmentation de 6% par an. Et puis il y a des phénomènes sur le marketing, sur le nombre de messages non sollicités qu'on reçoit, la façon dont ils sont stockés, etc. Je veux dire, le secteur a des efforts à faire pour lui-même. Voilà, il va falloir qu'on accompagne ça. Mais je suis d'accord, effectivement, il y a des solutions numériques qui sont utiles pour un certain nombre de sujets. Il y a tous les réseaux de capteurs, il y a des collectivités qui déploient des réseaux de capteurs sur leur territoire en utilisant des technologies bas débit parfois pour cela. Et donc ça permet de connaître la consommation et on maîtrise mieux sa consommation quand on la connaît, quand on la connaît en temps réel. Il y avait un maire adjoint d'une commune qui revendiquait d'être la plus petite smart city au monde, qui disait en gros le club de foot utilisait trop d'eau chaude quand ils faisaient des matchs et je leur ai proposé de payer leur subvention en eau chaude plutôt qu'en financement. Et donc après le club de foot s'est montré plus raisonnable. Le point de départ c'est qu'il avait mis un capteur pour être capable de savoir exactement à quel moment la consommation d'eau chaude était excessive dans son gymnase. Voilà, donc il y a un certain nombre d'outils de cette nature-là qui peuvent être utiles. J'entendais parler d'achat, et puis je sais que Mona travaille aussi sur ces questions-là. Évidemment, c'est des choses qu'on peut aussi mutualiser ensemble, quoi. Alors je vais juste compléter, parce que tout ce qu'a dit Fatima et Loisdine, on le fait déjà un petit peu, et on le fait même un petit peu beaucoup, et je vous invite à regarder toutes les conférences sur les chaînes YouTube, etc., qu'on a pu donner. Je voulais juste réagir sur ce que tu disais, Sylvain. On a fait je suis vice-présidente du GIP Maximilien, et d'ailleurs toi aussi. Et on a créé le premier observatoire de la commande publique d'achat responsable. Ça veut dire qu'il faut absolument que nous, toutes collectivités à travers, je dirais, le territoire France, on est un accélérateur de la transition écologique, de la transition énergétique. Effectivement, et c'est important de le dire, et on l'a dit par ailleurs, cher Alain, il faut oser les mots, il y a une pollution numérique qui existe. Ces 4%, il faut les prendre en compte. On travaille avec les acteurs de l'écosystème Deep Tech européen sur les problématiques d'éco-conception. Comment travailler avec les industriels pour qu'ils puissent, en amont, réfléchir sur construire des solutions plus sobres. Et effectivement, nous, à Pleine Commune, on s'est doté d'une charte d'éthique d'achat responsable parce qu'on va plus loin. Et sur le réemploi, pareil, on a voté le premier plan stratégique territorial pour un numérique inclusif et on travaille sur la création de filières d'économie circulaire pour le réemploi, effectivement, de ces matières. Et justement, quand je disais au début de mon propos, tous mobilisés, c'est que tous aussi, avec cette crise Covid, on a appris à apprendre autrement, à consommer autrement, et à être vraiment très sensible à ces questions environnementales. Donc oui, c'est possible et on le fait et on en est très très fiers. Alors, j'ai entendu le mot mutualisation, on y reviendra tout à l'heure. C'est Sylvain qui l'a évoqué. Je me tourne vers Denis Thuriot, je le rappelle, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, conseiller région Bourgogne-Franche-Comté. Nevers avec son fameux sommet international de l'innovation médiane, le CIVIM. C'est ça, Denis, qui a lieu
chaque année. Alors, chaque fois qu'on se voit, je le répète, parce que je suis extrêmement fier que la mission Écoterre soit partenaire de cet événement. Donc, cette année, ce sera à Québec. Quelques mots peut-être, Denis, sur le Civim? Oui, pas que sur le Civim d'ailleurs, peut-être si. Non, sur pas le que Civim. sur le Civim. On va parler du retour d'expérience après. Bon, non, sur le Civim, oui, le sommet international innovation ville médiane, c'est quelque chose que j'ai créé avec le Québec en revenant du CES de Las Vegas, pas pour être plus gros que le CES, mais simplement pour dire que dans les territoires médians, moi je préfère dire ville médiane que ville moyenne, hein, parce que ça se fait comme à l'école, ça fait ni bon ni mauvais. Territoire médian, c'est l'entre-deux, c'est entre les métropoles dont nous avons besoin aussi, et entre les campagnes, il y a ces villes médianes qui ont été oubliées pendant 40 ans, qui revivent un peu grâce aux dispositifs, notamment Action Cœur de Ville, Territoire d'Industrie et d'autres, et qui représentent presque la moitié des Français, qui représentent en tout cas plus d'habitants que les métropoles réunies en France. Mais on s'en rendait plus compte. Donc leur chance, c'est aussi le numérique. Et donc ce sommet international, il est placé sous le haut patronage du président de la République, je le rappelle, et il a pour vocation de montrer que l'innovation, elle est présente dans tous les territoires. Et d'ailleurs, j'intervenais ce matin, il y avait un représentant du CNES qui souhaite participer au prochain. Donc voilà, ça intéresse de plus en plus. C'est devenu une marque d'ailleurs, et nous allons développer un certain nombre de manifestations tout au long de l'année, en France ou à l'étranger, puisque c'est international, sous cette marque Civim. Et puis surtout, ça a engendré un réseau des villes médianes innovantes. Et encore une fois, ce n'est pas de vivre uniquement dans notre coin, mais c'est aussi d'exister. Et c'est une chance aussi de nous repeupler, parce que la France a été démaillée, si je puis dire, dans ses habitants. Et aujourd'hui, tant mieux, il semble qu'il y ait une reprise. Alors, on entend souvent l'exode. Non, ce n'est pas un exode, hein. Il n'y a pas de file de voitures ce soir quand je vais entrer à Nevers qui attendent sur l'autoroute. Mais il y a une nouvelle tendance de nous regarder autrement. On n'est plus, pardonnez-moi, les ploucs en bottes en plastique, On n'a en jamais dit caoutchouc. ça. On n'a Si, jamais et dit certains l'ont dit ou le pensaient très fort. Et moi, je revendique la défense de ces villes. Je suis avocat de métier, j'aime bien avoir une cause à défendre, donc c'est celle-ci. Mais je ne suis pas en combat contre les autres, je suis en complémentarité. Et franchement, aujourd'hui, c'est grâce aux nouvelles technologies qu'on peut revivre. C'est grâce au débit, c'est grâce à la 5G qui se déploie, et je suis dans le comité de transparence avec Cédrico, qui se déploie 25% en zone peu dense. Il y a quelques années, quand on en parlait aux opérateurs, ils nous rigolaient au nez. Aujourd'hui, on est devenu des territoires d'expérimentation. Et donc, effectivement, on retrouve tout ça dans Civim, qui a la particularité, au-delà d'être un salon, d'être un démonstrateur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur une succession comme ici, et c'est très bien parce que c'est le principe du BIM-World, mais vous êtes dans un espace dédié, vous êtes dans la ville de demain, qui est déjà aujourd'hui, dans l'école de demain, dans le commerce de demain. Donc vous êtes vraiment en situation, donc je vous invite à y venir. Cette année, ça sera un peu plus loin parce que c'est alternatif un an sur deux au Québec, mais c'est très joli le Québec, à l'automne. Et 2023, on retrouvera l'événement à Nevers. Je précise que nous emmenons à chaque fois des étudiants, des entreprises, et il y a en ce moment 10 entreprises, 10 startups françaises qui ont été sélectionnées, qui sont acculturées au marché nord-américain, parce que l'idée aussi, c'est qu'elles fassent du business. Et nous financerons le déplacement de 5, puisque l'incubateur de Nevers est jumelé avec le DigiHub de Shawinigan, qui est une ville hautement innovante entre Montréal et Québec. Mais cette année, ça sera dans une autre ville. On va changer, en tout cas en ce qui concerne le Québec. Donc voilà l'esprit de ce Civim. Mais moi, je voulais juste dire mais si je reviens après sur d'autres sujets, ça m'intéresse. Un avocat, on ne peut pas en placer une. Mais si. Voilà. Il faut me donner la parole en dernier. Ah non, allez-y, Denis, avec plaisir. Non, je voulais juste dire que, pour réagir à ce qui a été dit, que tout d'abord, si on veut réussir les transitions écologiques qui nous préoccupent aujourd'hui tous les jours, peu importe les orientations politiques, on est tous responsables de cela, c'est pas le combat contre les technologies, c'est par les technologies que ça passera. Et ça, ceux qui en doutent encore se trompent. Grâce aux technologies, il y aura des transitions écologiques, parce qu'il y en a plusieurs, qui seront réussies ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que y a un impact carbone qu'il faut qu'on réduise, ça c'est clair. Il y en a qui ont des ambitions de décarbonation en 2050, d'autres en 2030. Enfin, c'est la surenchère, parfois électorale. Il faut surtout faire ce qu'on peut faire. J'étais en Finlande il n'y a pas très longtemps, et notamment Helsinki qui envisage d'être décarboné. 2035, après ils ont barré, ils ont mis 2030. Et je leur ai demandé comment ils allaient faire. Ils m'ont dit on ne va pas y arriver. Mais on l'a mis quand même, parce que dans les municipalités là-bas, parce que c'est très bien, moi j'adore les pays du Nord, les pays scandinaves à côté, etc. Et ce sont souvent des exemples, ils ont moins de problèmes de population que nous. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire réellement ? Parce que là-bas, c'est des municipalités de coalition. Donc, si tu me portes mon programme économique, je te vote la décarbonation en 2030, mais on sait que personne ne la fera. Il y a un port polluant en plein centre-ville, on le décale à côté, donc c'est plus sur Helsinki. Helsinki, effectivement, sera propre. Je donne cet exemple, et c'était une très belle ville, et ils ont de grandes ambitions. Je veux juste te dire qu'ici, il faut qu'on soit des gens raisonnables et qu'on dise la vérité. Voilà. Après, se donner des ambitions, c'est une chose, mais mentir, je trouve que c'est dommage. Donc, il faut le faire dans des délais qu'on pourra. Et il faut accélérer les choses, vous l'avez rappelé avec le rapport du GIEC qui ne nous fera pas de cadeaux. Et puis dire aussi que
on l'a vu pendant la pandémie. Imaginez une pandémie sans moyen de communiquer par le digital. On a déjà cité beaucoup de cas de problématiques psychiatriques chez les jeunes, chez les moins jeunes, mais là, tout le monde aurait été coupé du monde. Voilà, donc il y a les bienfaits, il faut juste prendre le meilleur de chaque chose, puis il faut juste maîtriser. Et moi, il y a une solution que j'ai proposée il n'y a pas longtemps au ministre de l'Éducation, qui est d'inclure de l'éducation numérique aujourd'hui. C'est important de connaître la date de naissance de Vercingétorix, mais c'est important d'apprendre au plus jeune âge à quoi ça sert le numérique, comment on s'en sert, et peut-être qu'on s'en sert raisonnablement, et peut-être qu'il y a des générations aujourd'hui qui ne regardent pas trop, et j'en ai sûrement moi aussi dans mes enfants, mais il y a peut-être ceux qui arrivent où il faut acculturer, comme on dit, plus facilement à quoi ça sert le numérique, et puis qu'on maîtrise l'usage. Bref, je pense que ça passe avant tout par l'éducation. Alors, Denis, 2030, 2050, quel peut être le rôle des collectivités dans la décarbonation du numérique? Vous l'évoquez souvent. Les collectivités, elles ont un double rôle. Déjà, c'est de réduire les fractures numériques, fractures sociales, fractures sociétales, et ça passe aussi par le numérique. Moi, je le vois, j'ai mis très tôt, bien avant la crise, des ordinateurs et des formateurs au Centre communal d'action sociale pour aider ceux qui n'ont pas forcément les outils ou ceux qui n'ont pas la maîtrise des outils à accéder à la dématérialisation aujourd'hui avec les CAF, avec les CPM et avec les services fiscaux, par exemple, si vous ne savez pas comment faire. Donc ça passe par là, on doit être attentif et on doit réduire cette fracture numérique. On peut y arriver. Le gouvernement a mis en place des conseillers numériques, moi j'en avais déjà fait, mais ça renforce et je pense que ça, c'est un outil intéressant qui permet de s'adresser à tous. Après, il y a aussi une obligation pour nous, et je le disais parce que je ne veux pas me contredire dans mes propos, il y a une obligation pour nous de tendre vers la ville intelligente, le territoire intelligent, la ville hybride, j'ai envie de dire. La ville à la fois humaine et la ville technologique, mais la technologie au service de l'homme. Ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas un objectif, la technologie. Ça n'est qu'un moyen. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on constate qu'il y a une numérisation croissante. Ça, c'est vrai, on ne va pas se le mentir. Et en même temps, il faut qu'on la rende plus responsable. Donc, ça peut paraître contradictoire. Mais non, je pense que quand on est au pied du mur, on trouve des solutions. Et on en a trouvé, par exemple, il n'y a pas longtemps, à Nevers Agglomération, on s'est lancé dans le Cyber World Cleanup Day, c'est-à-dire qu'on nettoie les ordinateurs, on enlève tout ce qu'ils consomment, etc. Ben oui, c'est tout bête, mais quand vous en faites 15, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est toujours la part du colibri. Hein, mais quand vous en faites plein dans le monde, eh ben vous gagnez, vous décarbonez forcément. Il y a aussi une convention que j'ai, je le cite avec Orange, hein, sur tout ce qui est récupération, recyclage de tout ce qui est mobile, etc. Mais d'autres opérateurs le font. Il y a aussi un guide des bonnes pratiques qui a été édité par la mission interministérielle pour le numérique responsable auquel j'ai contribué. Et ce guide, il aide justement les élus qui ne sont pas toujours des... Et c'est mon cas, moi je ne suis pas un geek à la base, qui ne sont pas forcément des... qui veulent bien faire, mais parfois qui se trompent. Donc ce guide des bonnes pratiques peut aider justement très concrètement à agir. Et puis, on a une problématique aussi, je crois qu'il y a un paquebot qui va accoster là, non? Il arrive. C'est malheureusement la montée des eaux, mais heureusement qu'on n'est pas là. Plus sérieusement, il y a l'achat aussi, qui pour nous est une problématique incontournable, mais je crois que je ne suis pas le seul à vouloir en parler. Mona va peut-être le faire. Il y a la loi anti-gaspillage, qui est la loi du 9 mars 2021, notamment pour les acheteurs publics, qui nous incite à acquérir des biens issus du réemploi, de la réutilisation, comme il y a aussi les clauses sociales. Et comme il y a la parité, c'est des choses dont on ne devrait même pas en parler. Quand on en parlera plus, ça veut dire qu'on les aura vraiment intégrées. Mais donc voilà, il y a 17 catégories de produits, notamment utilisant des matières recyclées, jusqu'au mobilier urbain, jusqu'aux bâtiments préfabriqués. Il y a des techniques de construction aujourd'hui très rapides et très intéressantes. Ce matin, j'intervenais sur le bâtiment 4.0 qui vise à l'intégration. Voilà, on utilise le BIM parfois et le numérique pour créer des bâtiments, mais là, on parle bâtiment, on crée l'accès au numérique pour tous, et on répond au droit d'ailleurs à l'accès au numérique pour tous, je le redis aussi en tant que juriste. Donc voilà, je pense que c'est une façon pour nous d'apporter notre contribution, et puis par des dispositifs, par des animations, par des informations, parfois numériques, mais de dire aux gens, maîtrisez votre numérique. On ne va pas dire, on ne va pas revenir en arrière, par contre, comment aller en avant de façon responsable. Merci. Alors Denis, à côté de vous, elle attend sagement Jeanne Carrez de Bock, je le rappelle, vous êtes responsable du programme Innovation territoriale et Smart City de la Banque des Territoires. Jeanne, en quoi, selon vous, le numérique, on en a parlé largement depuis le début de cette table ronde, peut être un levier pour la transition écologique et énergétique des collectivités? Double question. Et j'enchaîne avec, qu'avez-vous identifié à la Banque des Territoires? Bonjour à tous. Du coup, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit. On a réalisé une étude sur
les liens entre transition écologique et énergétique et numérique. Et en fait, on a segmenté l'impact que peut avoir le numérique sur l'impact positif. Hein. Je vais parler là de l'impact positif que peut avoir le numérique en 3 leviers. La connaissance, le pilotage en temps réel et la mise en réseau. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes de connaissance, capter l'information, et tu l'as dit Sylvain, permet de mieux connaître ses équipements, du coup de prendre les bonnes décisions. Mettre des capteurs connectés dans les bâtiments permet de voir quels sont les bâtiments qui consomment trop. Est-ce qu'il y a des bâtiments qui consomment plus que d'autres? Souvent, on dit que le potentiel d'économie d'énergie sur le bâtiment est évalué grâce à un pilotage énergétique à 10 à 20%. Ce qu'on voit aussi, c'est, alors peut-être que tu parlais de la même commune, Saint-Sulpice-la-Forêt, 1500 habitants banlieue de Rennes, qui disait qu'elle avait fait en 4 ans 20% d'économie grâce à la mise en place d'un pilotage énergétique grâce au numérique. Ce qu'on voit aussi, c'est selon l'ADEME, alors on a un chiffre, selon l'ADEME en 2019, seulement 20% des collectivités faisaient un suivi des consommations énergétiques grâce au numérique. Alors ça a certainement évolué depuis, mais on voit quand même que c'est un sujet qui est encore en émergence dans les territoires. Côté environnemental, utiliser le numérique nous permet aussi de faire des inventaires de la biodiversité, de suivre la qualité de l'air, de suivre l'impact de mesures de végétalisation. Il y a un cas très abouti qu'on a vu. On a fait une étude sur les jumeaux numériques des villes. On s'est dit, OK, les jumeaux numériques des villes, tout le monde en parle. Quel est l'impact? Qu'est-ce que ça fait? Ça, je vous en parlerai lors d'une autre intervention. Mais en revanche, ce qu'on a vu, c'est que Strasbourg a mis en place un jumeau numérique. Et grâce à leur jumeau numérique, en fait, ils ont complètement simulé un plan canopé. Ils ont inséré les données des lieux de loisirs, des bâtiments, etc. Et du coup, ils ont vraiment simulé les implantations d'arbres en fonction des capacités, de l'ombre portée, pour essayer de constituer une trame verte. Au Havre, on parlait tout à l'heure du paquebot qui arrive, ils ont utilisé aussi un jumeau numérique pour simuler la montée des eaux, simuler le recul du trait de côte, et du coup, ils ont intégré en fait ces données dans leur PLU. Deuxième sujet, le pilotage en temps réel. Donc ça, c'est, mais vous connaissez tous, hein, on met des solutions connectées, ça facilite la maintenance. On met en cohérence la gestion des bâtiments avec leur utilisation réelle avec des capteurs de présence. Bâtiments vides, on baisse le chauffage, etc. On peut adapter la consommation d'eau à l'état en temps réel. Typiquement, l'arrosage, quand l'herbe est humide, c'est pas la peine d'arroser, etc. Et puis, dernier point, la mise en réseau. Donc là, on a le sujet des smart grids dans l'énergie. Et puis également, tout ce qui est l'économie du partage, parce que la mobilité, c'est aussi un gros sujet de carbonation. Et tout ce qui est mise au réseau, plateforme de mobilité partagée, etc., ça participe à la décarbonation. Après, bien sûr, et vous en avez parlé, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, OK, l'impact du numérique est positif, mais quel a été son coût ? Et là, c'est un gros sujet aujourd'hui. Nous, on aimerait bien faire une analyse de cas d'usage un peu concret au service de cas d'usage dans des villes, au service de la transition énergétique et écologique, mais regarder vraiment une analyse du cycle de vie pour voir combien ça a coûté à construire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce lien clair, il n'est pas tout à fait fait. Est-ce que j'enchaîne sur ce qu'on fait ou est-ce que vous me posez la question? Non, mais comme vous voulez, Jeanne. Mais ce qui m'intéresse en tout cas, c'est qu'est-ce que vous faites de manière très concrète et notamment le cas de figure de La Rochelle. Alors nous, en fait, la Banque des Territoires, on agit pour le climat et on accompagne les collectivités locales sur plein de sujets liés au climat. Typiquement, la rénovation énergétique des bâtiments. On accompagne les villes... médiane du plan d'action cœur de ville dans des stratégies de nature en ville. Mais là, je vais vraiment me concentrer sur ce qu'on fait en matière de numérique au service de la transition énergétique et écologique. Et du coup, là, on a des actions qui sont aujourd'hui quand même assez ponctuelles. Expertise, je vous ai parlé de jumeaux numériques et de ce qu'on veut faire sur l'analyse cycle de vie. On accompagne les collectivités locales sur les sujets data. Là, on a lancé, et donc là, je fais appel à vous, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt avec Open Data France, qui est une association qui promeut l'Open Data, auprès des villes moyennes du programme Action Cœur de Ville. Donc celles qui souhaitent candidater, vraiment, c'est tout à fait ouvert pour les accompagner à identifier et mettre en œuvre des cas d'usage data au service de la biodiversité, la nature en ville et la prévention des risques naturels. C'est un sujet un peu pointu et on veut vraiment, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est quand même à la recherche de cas d'usage et de savoir vraiment comment on peut mieux utiliser la donnée.
on accompagne les expérimentations. Et là, La Rochelle, ils font un truc super innovant dans leur politique de devenir territoire zéro carbone. Ils ont mis en place une innovation qu'on appelle self-data. Donc des citoyens volontaires peuvent aller récupérer toutes leurs données de mobilité, de Waze, Google Maps, etc. Elles sont mises dans un cloud personnel. Elles sont analysées par une app qui s'appelle le Coach CO2 que La Rochelle a mis en place. Et ensuite, en fait, les citoyens ont accès à toutes leurs données de mobilité et peuvent ajuster leur mobilité en fonction de leur consommation. À Nantes, par exemple, on soutient aussi Nantes qui teste un jumeau numérique pour simuler des îlots de chaleur dans des projets d'aménagement. On investit dans des startups également, et puis je vais m'arrêter là, on investit dans des startups qui proposent des solutions aux collectivités locales. Sobre Énergie, par exemple, qui audite, analyse des bâtiments pour ensuite préconiser des plans d'action d'efficacité. Je ne sais pas si vous connaissez Carnot. Carnot qui met en place, en fait, qui propose des radiateurs hébergeant des serveurs informatiques. Et la chaleur produite par ces serveurs dans les logements, en fait, permet de chauffer les logements. Voilà quelques exemples. Merci, Jeanne. Alors, quand on parle de décarbonation, là, je me tourne aussi vers vous tous et vous toutes. Il y a les JO qui arrivent 2024. Alors là, en termes de décarbonation, c'est pas terrible. Alors, est-ce qu'il y a... comment on peut réussir ces JO tout en préservant notre environnement ? Alors, dire c'est pas terrible, je rappelle quand même que les JOP 2024 ont des critères très très forts pour être les JOP les plus durables en fait de l'histoire des Olympiades. Donc ça, c'est tous les partenaires sont mobilisés pour respecter, je dirais, les 10 fondamentaux de l'ONU. Donc effectivement, on y travaille. Vous avez évoqué les mobilités. Les mobilités, c'est un enjeu majeur parce que c'est ce qui coûte en termes de carbone et d'émissions qui nous coûte beaucoup. Non, les JOP sont vraiment... on a créé un consortium de 60 industriels avec des startups, des TPE, des PME qui travaillent justement sur les projets sous forme de recherche-action. Et l'idée, c'est d'être un démonstrateur industriel de la ville durable de demain. L'idée, et comme vous le savez, je suis une fervente adepte, en tout cas, du Made in France. D'ailleurs, le CIVIM, je participe souvent et c'est un rendez-vous incontournable, cher Denis, que je ne rate jamais. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de dire que, au même titre que ce qu'on a pu voir à Dubaï avec l'exposition universelle, je crois qu'ils ont réussi en fait d'être un démonstrateur en matière d'innovation de leur capacité. Nous, on veut être ce démonstrateur industriel de la ville durable de demain. Donc, j'ai volontairement pas dit Smart City parce que je crois qu'en tout cas, la ville du tout technologique, elle ne fait pas partie de nos valeurs, elle ne fait pas partie de l'ADN Made in France. Et il faut vraiment qu'on arrive justement à être ceux qui, dans le monde, sont exemplaires en matière de décarbonation. Un exemple, vous avez beaucoup parlé des données, on n'en a pas peut-être suffisamment parlé, mais c'est quand même quelque chose qui nous coûte beaucoup et qui pourtant est un axe majeur en termes d'innovation et de créer de nouveaux cas d'usage. 2 exemples. Un exemple, on va accueillir sur le territoire à la Courneuve le plus grand data center d'Europe. Un projet à 1 milliard d'euros. Et quand je vous parlais d'éco-conception, on s'est dit tout de suite, et c'est une volonté aussi du président, on s'est dit tout de suite, mais les data centers, on stocke des milliards de données, c'est hyper coûteux, et comment on va faire ? Et en fait, on récupère les réseaux de chaleur pour aller chauffer, je le dis familièrement, pour aller chauffer plus de 50 000 logements. Donc c'est possible, mais il faut y penser en amont. Et puis... un autre exemple, c'est je travaille au niveau national, j'anime 2 groupes de travail sur la gouvernance de la donnée avec le contrat de filière industrie de la sécurité. Donc c'est une méthode inédite, un projet inédit avec les ministères Bercy, l'Intérieur, la transition écologique, tout l'écosystème des industriels. Et on travaille sur la donnée, la gouvernance, les nouveaux modèles économiques. Et je crois qu'on a une période, on a parlé des réemplois tout à l'heure, on a une période qui est quand même propice à être en transformation globale. Et la transformation, c'est aller à la fois vers une transformation de la société de demain. Quels usages on donne Denis, tu parlais de maîtriser notre numérique. Je dirais qu'il faut qu'on maîtrise collectivement et individuellement notre dessin et notre destin numérique dans nos usages, parce que ça a un impact au quotidien. Mais aussi toute cette filière, en fait, toute cette transformation de nos modèles économiques vers une économie circulaire qui favorise le réemploi et qui va nous faire des économies en termes d'émissions carbone et nous aider relativement à
à réussir ces défis. La commande publique, je crois que j'ai été suffisamment claire, hein. Je crois que toutes les collectivités au niveau national, c'est un levier majeur pour accompagner nos écosystèmes et à créer de la valeur, de l'innovation, mais aussi à accélérer cette transition énergétique, écologique et transition des mobilités. Je crois que ce qui pilote notre avenir et notre société de demain, ça doit être l'éthique, donner du sens à ce qu'on fait et préparer. On dit souvent, on laisse en héritage la planète. Non, on ne la laisse pas en héritage, on l'a empruntée à nos enfants, et c'est Saint-Exupéry qui le disait. Donc il faut qu'on se pose les bonnes questions, les vraies valeurs, donner du sens, et ensemble, je pense qu'on peut y arriver. Alors, merci Mona. Maîtriser le numérique, décarbonation. Est-ce que, là je fais un petit tour de table si vous le permettez, est-ce que la mutualisation peut faciliter les démarches des collectivités? Sylvain, je sais que la mutualisation, ça vous tient à cœur, mais j'aimerais que l'on fasse un tour de table parce que le temps court et nous arrivons presque au terme de notre table ronde. Moi, je crois que la mutualisation, effectivement, elle a un rôle très important à jouer. Le maire d'une petite commune, alors je ne parle pas de Nevers, peut-être même pas de Saint-Denis, mais de ce dont il a besoin, et je pense c'est en fait le cas de la plupart des maires, des élus, c'est d'avoir des indicateurs, d'avoir des tableaux de bord, d'avoir des applications qui fonctionnent et qui donnent le résultat et qui leur permettent d'orienter les politiques publiques. Voilà, la complexité ou la décomposition du réseau de capteurs, du réseau qui a été utilisé pour ça, les spécifications des applications, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir des outils qui fonctionnent et qui permettent de prendre les bonnes décisions et d'avoir les bons indicateurs de gestion. Et pour ça, la mutualisation a un rôle à jouer. Et on le voit à l'échelle de pleine commune. Tu parlais aussi de Paris-Ouest, la Défense. Je peux parler de la métropole du Grand Paris qui a mis en place son atlas de la biodiversité. Donc peut-être que mes collègues qui sont sur le sujet pourraient être intéressés à prendre part à l'AMI de la Caisse. La métropole travaille aussi sur la logistique urbaine, parce qu'on parle des transports, de la décarbonation des transports individuels, mais c'est toute la chaîne de logistique qu'il faut décarboner, alors que le numérique a amené de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques qu'il faut prendre en compte quand même. C'est la vente à distance et puis ce qui se développe aussi avec des modèles sociaux qui sont pour le moins discutable. Et donc la mutualisation, elle se fait dans les territoires, à l'échelle des communautés d'agglomération, à l'échelle des métropoles. Et puis il y a tout un tas d'acteurs qui s'appellent les opérateurs publics de services numériques qui interviennent dans tous les départements français pour agir, pour accompagner les collectivités. Et je crois que c'est vraiment les sujets sur la ville durable ou le village durable et la façon dont on utilise les données pour consommer mieux et piloter mieux les politiques publiques. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir intégrer dans l'activité des opérateurs publics de services numériques, en lien évidemment avec l'achat public. Et c'est le GIP Maximilien, où j'ai le plaisir de siéger avec toi, évidemment, qui travaille aussi sur ces questions-là. Et on a besoin aussi d'avoir une échelle régionale pour gérer des plateformes de données et des plateformes d'achat de cette façon-là. Donc la mutualisation, oui, à tous les niveaux, et je ne crois pas qu'aucune mairie, peut-être même pas Saint-Sulpice-la-Forêt, est capable de s'en sortir sans avoir recours à de l'aide. Alors mairie, Denis Thuriot, sur la mutualisation. Mais la mutualisation, elle est déjà en marche. Ah ben elle en marche. Mais je ne faisais pas de politique. Aucune allusion politique. En marche existait bien avant. Et c'est vrai. Donc en marche. Et moi aussi. Donc non mais la mutualisation, elle existe de facto. Les intercommunalités, c'est une forme de mutualisation. Exactement. Avec un projet politique partagé. Et aujourd'hui, si je prends mon exemple, parce qu'on est là aussi pour faire des retours d'expérience, la ville de Nevers et Nevers Agglomération mutualisent leurs services d'INSI, ce qu'on appelle les services effectivement informatiques et maîtrise des données, et également le déploiement du territoire intelligent. Donc c'est déjà passé par là chez nous. Ensuite, et c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il faut aussi parfois changer un peu les modes de raisonnement et plus raisonner sur un petit précaré. Après, elle est parfois aussi très concrète. Quand on parle du covoiturage, on partage une voiture. Quand on parle de l'autopartage, on partage autrement un véhicule. Ça, on le met en place tous les uns les autres. C'est une forme de mutualisation. Mutualiser les serveurs, c'est une façon d'éviter de les démultiplier, donc ça va consommer, donc ça va carboner, donc c'est une façon quelque part de décarboner ou ne pas trop surcarboner. Donc c'est ça l'idée. On pourrait donner plein d'exemples. À la ville de Nevers, je lance par exemple une plateforme qui va permettre de grouper les achats, mais pour les particuliers, d'énergie,
d'abonnements téléphoniques. Alors après, il y a les assurances, mais il faut aussi respecter les activités privées. C'est compliqué aussi, on ne peut pas dépouiller les autres. Mais il y a une vraie réflexion. La planification du trafic, la gestion des flottes, c'est une forme de mutualisation. Et je le dis même ici à Paris, ce n'est pas les bouchons qui décarbonent, hein. Les bouchons, ça carbone. Voilà, je passe un petit message. Mais pour le reste, évidemment que c'est une obligation. Elle est à la fois une obligation de coût, mais elle est surtout une question de volonté. Merci Denis. Mesdames, on va terminer par vous parce que le temps court. Alors, Fatima, Très rapidement Mona sur la et Jeanne, non. Jeanne, si, j'ai une petite question. Sur la mutualisation, je rejoins mes collègues. Nous, au niveau déjà du territoire Paris-Ouest La Défense, on a commencé une démarche d'aide mutualisation de la cybersécurité parce que ça coûte cher et qu'on n'a pas les compétences et on n'a pas l'attractivité aussi nécessaire pour attirer des experts de la sécurité informatique. Et moi, je pousse pour qu'au niveau de mon territoire, on aille plus loin avec la mutualisation des data centers qui viennent d'être évoqués. Et on a déjà une évolution, parce qu'en fait, avant, les collectivités, fiscalement, elles n'étaient pas intéressées par la mise en place de data centers. Je vais m'expliquer, on a eu un changement dans la loi fiscale qui fait que c'est aussi intéressant pour les collectivités, c'est défiscalisé, grosso modo, d'investir dans des data centers, c'est considéré comme un investissement. Avant, c'était considéré comme une prestation de service. Et c'est pas pareil pour les collectivités, ça n'a pas la même incidence fiscale. Et ça, c'est une évolution de la loi depuis quelques années. Et c'est ce genre d'évolution de loi qui va dans le sens aussi des collectivités pour les inciter à utiliser des technologies qui sont moins consommatrices, parce que, de fait, si on ne peut pas mutualiser dans des data centers, on est obligé d'acquérir nous-mêmes des serveurs qu'on est obligé de nous-mêmes d'entretenir. Du coup, si chacun le fait de son côté, forcément, ça a un impact sur la planète. Et du coup, maintenant, c'est plus intéressant de passer sur des serveurs cloud et de mutualiser. Donc ça, c'est des évolutions très concrètes qu'il faut partager. Et c'est une bonne chose pour l'économie française et pour les data centers français. Mona, mot de la fin. Oui, alors moi je vais rebondir sur ce que tu as dit, Denis, parce qu'effectivement la mutualisation, ça a plein de sens. Et il y en a un qu'on n'a pas évoqué. Moi je suis vice-présidente du pôle systématique, qui est le premier pôle de compétitivité deep tech européen, et de l'enjeu de transformation numérique des territoires. Et on travaille à l'échelle de l'Île-de-France à travailler ensemble avec plusieurs territoires sur une problématique, et notamment celle qui est primordiale, je dirais un des enjeux aussi majeurs, c'est la gestion des déchets de chantier notamment. Oui. Et là, c'est la transformation numérique du secteur du BTP. Et on travaille avec les 15 territoires franciliens, la BPI, qui travaille, on met de l'intelligence artificielle, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la force des collectivités aussi, c'est de collaborer ensemble pour trouver des solutions communes, de les rationaliser, de les mutualiser et de les déployer. Et donc, on fait aussi beaucoup d'économies sur nos émissions. Donc, en tout cas, voilà, on est face en tout cas à une période fondamentale de transformation sociétale, d'enjeux économiques, de modèles économiques. Et je crois qu'encore une fois, ensemble, on va y arriver. Messieurs, un grand merci. Jeanne, un petit mot. Je dis un tout petit mot. Oui. Nous, on accompagne on accompagne l'État dans ses programmes envers les villes moyennes, mais également il y a un programme sur lequel on intervient aussi, Petites Villes de demain, à destination des territoires ruraux. Donc nous, on est en train de regarder ce qu'on peut faire pour accompagner ces territoires ruraux à innover, parce qu'eux aussi ont le droit d'innover, d'opérer leur transition numérique. Et justement, mais on en est au tout début, donc c'est pas un fait, mais c'est plutôt une intuition. On va voir avec les OPSN dont tu parlais, les syndicats mixtes d'énergie numérique, voir comment on peut travailler avec eux pour qu'ils déploient des services aux territoires ruraux. Merci Jeanne, merci messieurs, mesdames, un grand merci. Merci à Quentin Melemias qui nous a préparé ce plateau, toujours avec beaucoup de talent et d'opportunités. Merci à Alain Sevanche qui est là quelque part, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a toutes les équipes de solutions bas carbone et BIM World. Ça continue jusqu'à demain, hein. Donc on est dans une époque charnière, on l'a dit. La transition écologique et énergétique et l'environnement, c'est une affaire individuelle, mais c'est aussi une affaire collective. On compte sur vous et puis bonne continuation. Merci en tout cas de nous avoir suivis. À bientôt.